Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Thierry Sarment, conservateur en chef du patrimoine, fréquente le château de Vincennes depuis plus de 25 ans. Et il vient de faire paraître chez Talandier Vincennes, 1000 ans d'histoire de France. Franck Ferrand le reçoit cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il se trouve que j'ai moi-même été en poste au château de Vincennes pendant plusieurs années et que je ne contredirai pas Thierry Sarment lorsqu'il nous présente cette enceinte comme un des hauts lieux de notre histoire pour vous donner à voir dans le récit un autre visage de Vincennes, si je puis dire. Nous avons choisi un épisode qui, autant qu'à l'histoire de France, appartient à l'histoire d'Angleterre. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous fera visiter Vincennes autrement, grâce à la réalité augmentée. Et oui, et nous finirons l'émission par un retour aux origines de la langue anglaise. Je me dis tout à coup que ce rendez-vous de 14h sur Europe 1 est un peu, d'une certaine manière, de l'histoire augmentée. Nous parlons souvent de la guerre de 100 ans à ce micro. C'est un des épisodes clés, évidemment. Et il y a des batailles, des drames, des retournements, des coups de théâtre extraordinaires, toutes sortes de personnages qui révèlent là des trésors d'ardeur et d'héroïsme, de duplicité et de vilainie pour certains d'entre eux. Bref, l'éternel humain soumis à des circonstances historiques particulièrement troublées qui ont vu plusieurs fois le royaume des Valois au bord du gouffre. Et souvent, c'est vrai, j'ai ici même aborder les épisodes de ce conflit du point de vue français. Oh bien, aujourd'hui, je voudrais faire autrement, si vous êtes d'accord, prendre un peu le contre-pied de notre habitude en m'intéressant à un itinéraire de souverain, mais de souverain anglais, et le plus fascinant de tous, le très shakespearien, peut-être pas de tous d'ailleurs, un des plus fascinants, le très shakespearien Henri V, qui a fait l'objet d'une très célèbre pièce dont l'action se centre sur la bataille d'Azincourt. Il faut se replacer à la fin de l'hiver 1413, nous sommes à Londres. Le roi Henri IV d'Angleterre, vous avez bien compris, disparaît à 45 ans au terme d'un règne mouvementé. Et alors on peut dire qu'il est arrivé lui-même au pouvoir par un coup d'État, il ne faut pas oublier, il a été le premier souverain de la branche des Lancastres, cette dynastie des Lancaster. Il avait fait ce coup d'État contre son cousin Richard II. Pour ça, c'est en pensant à Richard II que je disais que finalement Henri V n'était peut-être pas le plus fascinant. Richard II Plantagenet. Henri IV a dû faire face pendant ses années de pouvoir à toutes sortes de révoltes. Et quand son fils Henri V lui succède sur le trône, on ne peut pas dire que la légitimité de la dynastie soit encore bien assise. Pas mal d'ennemis sont là, tapis dans l'ombre. Le roi de 25 ans n'est ni un faible ni un pleutre. Il a même de sérieux atouts à faire valoir. D'abord, il a reçu une remarquable éducation, une instruction très correcte. Il lit, il écrit l'anglais. On va en reparler tout à l'heure de ses origines de la langue anglaise et surtout, il est doté d'un véritable caractère, avec une énergie remarquable. Qu'est-ce qu'on demande à un souverain et d'une façon plus générale à un homme d'État, voire à un homme politique? C'est du caractère. Eh bien, lui en a à revendre, croyez-le. On a pu évoquer sa jeunesse agitée, empreinte d'une certaine impétuosité, mais une chose paraît certaine, très tôt, Henri a été formé à l'art de la guerre et il a toutes les qualités qui peuvent faire un grand chef de guerre. Dès l'adolescence, il a combattu les rebelles gallois avec énergie, il s'est illustré au cours de pas mal de batailles et ça ne l'a pas empêché de s'intéresser aux affaires plus diplomatiques. Après tout, la diplomatie n'est-elle pas le prolongement de la guerre par d'autres moyens, n'est-ce pas? Il a fait de la haute politique, parfois en désaccord avec son père d'ailleurs, quel qu'ait pu être les errements éventuels de sa jeunesse, lorsqu'il devient roi, on peut dire d'Henri V qu'il est prêt. Je cite Françoise Autran. Il promettait de devenir un grand homme d'État. D'emblée, on sut qu'il aurait en main les affaires du royaume et prendrait lui-même ses décisions. Le chroniqueur Georges Chastelain le remarque. Toutes ces affaires, il menait lui-même, toutes les conduisait et dressait, toutes les pesait et abalançait au doigt avant d'entreprendre. Pas une tête folle, Henri V. Il est déterminé à asseoir ce pouvoir qui reste en partie contesté. Il va agir face à toutes sortes de rébellions, à de complots, avec une grande vigueur. Il a en lui, et ça ne s'improvise pas, vous savez, c'est le fruit du caractère, du tempérament, des circonstances de l'enfance, etc. Il a en lui cette espèce d'autorité, doublée d'un sens politique, bienvenue dans la position qu'il occupe. Et surtout, il va s'atteler à un projet audacieux, propre à lui donner le prestige dont les Lancastres ont un petit peu besoin. Il va rouvrir le fameux conflit alors éteint
avec la France. Je dis alors éteint parce que la guerre de 100 ans a commencé depuis bien longtemps. Rappelez-vous Édouard III, etc., le fils d'Isabelle de France. Mais là, en l'occurrence, il y a longtemps qu'on ne se bat plus entre l'Angleterre et la France. Eh bien, ça va reprendre. La trêve a duré depuis longtemps, en fait, tout simplement depuis la reconquête de l'ouest du royaume de France par du Guesclin. Seulement, Henri V, tout Lancastre qu'il soit, entend faire sien les droits revendiqués par les Plantagenets sur le trône de France. Et c'est le bon moment parce que qui y a-t-il à la tête du royaume de France à l'époque ? Il y a un roi fou, rappelez-vous, on n'en a pas beaucoup parlé, ce pauvre Charles VI, dont le règne n'en finit pas avec des alternances de crises de folie et puis de moments où le roi est plutôt hébété, où les choses se passent. Et plus le temps passe, plus les moments de conscience du souverain sont réduits et ça favorise bien sûr beaucoup de désordres, des luttes de factions au sein même de la famille royale, luttes qui ont dégénéré depuis plusieurs années dans une guerre civile opposant, rappelez-vous, les Bourguignons, donc liés au duc de Bourgogne, et les Armagnacs, liés au duc d'Orléans, avec assassinat du duc d'Orléans, assassinat du duc de Bourgogne. Henri V entend tirer parti de la situation. C'est Gérard de Senneville qui le raconte. Le nouveau roi engagea immédiatement d'importants préparatifs militaires. Dans tous les villages d'Angleterre, on vit des archers s'entraîner, tandis qu'à Southampton, les chantiers navals déployaient une intense activité pour construire les bateaux nécessaires au franchissement de la Manche. Cette intense activité n'empêche pas en parallèle une tentative de conciliation diplomatique dont la sincérité est tout à fait douteuse côté anglais. On n'a pas du tout envie de s'entendre, évidemment. L'ambassade vient notamment à Paris dans les premiers jours de 1415 faire part des revendications du roi d'Angleterre. Les discussions vont se prolonger, alors cette fois côté anglais, en juin, mais Henri V, qui maintenant se présente comme le roi de France légitime, Henri V n'y va pas de main morte. Il exige, entre autres, la Normandie, l'Anjou, le Maine, une partie de la Provence. Il voudrait aussi épouser Catherine, la plus jeune fille du roi Charles VI, qu'on doterait fortement pour l'occasion. Et tout cela s'achève dans un climat extrêmement tendu. L'archevêque de Bourges, qui est à la tête de la délégation diplomatique chargée de faire la paix côté français, l'archevêque de Bourges aurait même expliqué que les revendications d'Henri V concernant la France étaient d'autant plus choquantes que son trône anglais était lui-même dû à une usurpation. Vous avouerez qu'on a connu des diplomates avec davantage de tact. Vous avez discuté d'un traité de paix en expliquant à l'autre qu'il est un usurpateur. Non, pas vraiment. Non, évidemment. La guerre est inévitable. Henri V y croit. Il se lance dans des opérations extraordinaires. En août, il quitte donc le rivage anglais à bord d'un des bateaux de son armada. Il a avec lui des milliers de soldats et l'armée qui débarque à l'entrée de l'estuaire de la Seine s'en va bientôt faire le siège d'Harfleur. Pas si facile parce qu'il y a une garnison française là qui résiste et qui résiste bien et longtemps, mais faute de renfort, la garnison en question est bien obligée de céder. Harfleur chute en septembre. Pour Henri V, c'est un succès. Son armée, certes, est épuisée, la saison est trop avancée, mais même s'il arrête là la campagne, bien sûr, il entend bien rester sur le continent. Donc on se dirige vers Calais, la tête de pont anglaise, bien sûr, où il se dit qu'il pourra rembarquer vers l'Angleterre, sauf que les Français réagissent. Ils ont mis le temps, vous me direz, mais ils réagissent. Une armée imposante se met aux trousses d'Henri V, et là maintenant, c'est une course-poursuite qui va s'engager. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire du roi d'Angleterre Henri V. Pendant la guerre de 100 ans, c'est en 1415, oui, 1415 à Zincourt. 2 ans après sa montée sur le trône, il mène une attaque contre le royaume de France. On vient de le vivre avec vous. Il revendique la couronne du royaume de France et il reconduit son armée à Calais. Les troupes françaises se lancent donc à sa poursuite. Mais pour qu'on ait vraiment une image de ce qui est en train de se passer, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les forces en présence dans les deux camps, français et anglais ? Oui, c'est d'ailleurs la grande question, parce que ce sont des forces très inégales. Du côté français, d'abord on a toute la fine fleur de la chevalerie. Vous pouvez faire confiance à Shakespeare pour en faire des tonnes là-dessus. Vous vous rappelez la veillée d'armes à la veille d'Azincourt dans la pièce Henri V. Il y a entre 12 et 20 000 hommes côté français qui sont des hommes aguerris, efficaces. En face, il n'y a que 6 à 9 000 Anglais, donc une armée nettement plus légère, plus fluette, mais une armée dotée d'archers.
les hommes en question, après le siège d'Harfleur, sont quand même exténués. Ils ont fait une très 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 longue marche dans tout l'ouest de la France. Et l'ambitieux Henri V redoute une confrontation avec l'armée des chevaliers français, si je puis dire. Quand je dis français, et de tous leurs alliés, car il y a des chevaliers de toute l'Europe dans cette armée française. Les Français progressent plus vite vers le nord que les Anglais et le soir du 24 octobre, les deux armées se font donc face sur un terrain un petit peu en pente, un terrain qu'Henri a quand même réussi à choisir. On est dans l'Artois, on est à Agincourt, comme disent les Anglais, donc vous aurez compris. Azincourt. Plus qu'une nuit sépare les combattants du grand affrontement, une nuit pluvieuse. Clairement, les Français ont l'avantage psychologique et cette fois, ils se disent qu'ils vont enfin rabattre son caquet à ce fougueux jeune roi d'Angleterre. Les Anglais ont de quoi être inquiets. La clarté matinale leur révèle un spectacle grandiose, mais terrifiant, je cite Valérie Toureille. C'était un formidable déploiement de force. Une foule immense couvrant toute l'étendue de la plaine, des centaines de pénons et de bannières claquant au vent, des milliers d'armures que les flèches du soleil levant parsemaient de reflets dorés, un rassemblement de lances et de chevaux et derrière une ville de tentes et de chariots. Au premier rang infranchissable, le mur des chevaliers français s'étirait en une longue ligne comme un obstacle d'acier. Eh bien voilà, il va falloir néanmoins se battre. Et alors, c'est là qu'on prête, on peut citer, vous savez, le fameux cri que Shakespeare prête au roi Henri. « Ô Dieu des batailles, retrempe les cœurs de mes soldats, défends-les de la crainte, ôte-leur la faculté de compter si le nombre de nos adversaires doit leur enlever le courage. » Eh bien, du courage, il va en falloir dans les deux camps. Pour les chevaliers français, le terrain est complètement gorgé d'eau, ce qui veut dire que ça va se révéler un véritable enfer. Ça recommence comme à Crécy, si je puis dire. Les chevaliers français ont toutes les peines du monde à se déplacer dans cette boue visqueuse d'Azincourt. Ils sont donc très vulnérables, et d'autant plus qu'après la pluie nocturne, c'est une pluie flèche qui s'abat sur ces chevaliers embourbés, un carnage terrible. Les archers anglais font merveille et au terme de ce qui va être une bataille éprouvante, les Français relèveront 5 à 7 000 morts. Du côté d'Henri, il n'y a que 900 à 1000 et quelques hommes, on dit au pire 1800 hommes de morts. Enfin de perdus. Surtout, le roi d'Angleterre a fait de très nombreux prisonniers, dont beaucoup de grands personnages, le maréchal Boucicaut, le duc de Bourbon, même le duc d'Orléans. Si Henri a eu une attitude très discutable en faisant égorger des captifs pendant la bataille, il n'empêche, et on dit notamment des pages, on dit que sa réussite est totale. La France est littéralement à terre. Henri peut atteindre Calais sans encombre, puis paraître à Londres avec l'aura des vainqueurs. Il faut imaginer toute la foule qui est là célébrant ce jeune roi de 27 ans en tenue rouge, fier sur son magnifique destrier. Henri désormais est en position de force pour atteindre son but. Et quel est-il son but ? Eh bien, conquérir la riche Normandie. Il est d'ailleurs bien aidé par la division des Français, puisque après les défaites, généralement, on s'entend mal. Ce sera le cas au lendemain d'Azincourt. Armagnac et Bourguignon redéterrent, si j'ose dire, la hache de la guerre. D'ailleurs, les Bourguignons se rapprochent d'Henri en secret. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, connaît un beau succès face aux Armagnacs. Ces hommes vont prendre Paris en mai 1418. Et on peut dire maintenant qu'il a sous sa coupe le roi fou, le roi Charles VI, mais pas son fils, le dauphin Charles, qui lui a réussi à s'enfuir vers Bourges et qui devient de fait le chef du parti Armagnac. La France va donc être maintenant divisée entre 3 hommes avides d'en découdre, 3 hommes capables de manier les petits calculs et les faux semblants. Je cite encore Gérard de Senneville, s'engagea entre Henri V, Jean sans Peur et le dauphin Charles une phase de négociations bilatérales concurrentes et entremêlées, chacun essayant de s'entendre avec l'un des adversaires sur le dos de l'autre. Or, Henri V est très gourmand, peut-être un peu trop. Il a réussi en Normandie, il négocie durement au point de pousser les 2 partis français à discuter. On se demande s'il ne va pas y avoir un rabibochage. Et c'est alors que survient le coup de théâtre.
le 10 septembre 1419, tandis que le duc de Bourgogne rencontre le dauphin Charles au pont de Montreux. La situation dégénère. Est-ce que c'était On a beaucoup parlé de ça, on a fait des émissions spéciales, vous savez, sur l'attentat de Montreux. Toujours est-il que Jean sans peur est brutalement frappé, tué par les hommes du dauphin. Choc immense. La haine est plus que jamais ravivée. Alors, à qui est-ce que tout ça va profiter ? Bien sûr, à Henri V, qui après quelques hésitations va voir le nouveau duc de Bourgogne choisir de s'allier à lui. Philippe le Bon est donc le fils et successeur de Jean sans peur. C'est lui maintenant qui négociera. Et tout se met en place pour que le roi d'Angleterre l'emporte sur toute la ligne. Au printemps 1420, il se rend avec son armée à Troyes, où se trouve déjà le duc de Bourgogne, et surtout où se trouve le roi fou Charles VI et la reine Isabeau. Et le 21 mai de cette année terrible 1420, on va faire signer au roi Charles, au roi français, un incroyable traité de paix avec Henri. Charles VI accepte le mariage d'Henri avec sa fille Catherine, et surtout il fait d'Henri le régent de son royaume et même son nouvel héritier. Le dauphin Charles est déchu de ses droits au trône, c'est-à-dire que lorsque notre roi fou mourra, ce sera pour que le roi d'Angleterre monte sur le trône de France. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Henri V, ou plutôt au cœur de l'histoire du triomphe d'Henri V, Franck, aujourd'hui. Il est devenu, on peut dire, le maître de la France, et il s'apprête à devenir le roi de France. Il attend juste la mort de Charles VI, ce qui devrait être une formalité, se dit-il. Quand même une épine dans son pied, qui est ce dauphin Charles, qui lui contrôle quand même l'essentiel de tout le sud de la France, tout le sud de la Loire. Il ne va pas céder si facilement le royaume, qui lui est dû. En tout cas, c'est ce que pense le dauphin Charles. On l'appelle le dauphin Charles, il sera à la mort de son père Charles VI, le roi légitime Charles VII. Pour l'instant, il est dauphin. Henri va donc devoir combattre encore, lutte acharnée malgré des difficultés dans la défaite de Baugé. L'avancée anglo-bourguignonne ne s'en poursuit pas moins, plusieurs villes tombent, Sens, Montereau. Vous dites, mais est-ce que Jeanne d'Arc va arriver ? Mais attendez, c'est beaucoup plus tard, Jeanne d'Arc. Il reprend notre roi Henri ses quartiers dans un château proche de Paris, et nous y voilà. Nous arrivons enfin dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il s'installe à Vincennes. Alors, il va faire la fête à Vincennes. Il célèbre ses succès. Vincennes devient, si vous voulez, le symbole de son double pouvoir, de sa double couronne d'Angleterre et de France. Le roi d'Angleterre gouverne ces deux royaumes depuis Vincennes, nous dit Thierry Sarment, légiférant sur les taux des monnaies, ordonnant la fonte des vaisselles d'or et d'argent, confisquant les biens des partisans du dauphin déchu. Vient l'été 1422, un été sec, ensoleillé. Alors, est-ce que c'est justement cette chaleur ? Est-ce que c'est l'épuisement lié à une vie un peu trop agitée ? Toujours est-il qu'Henri est de plus en plus pris de faiblesse. Il est en train, une fois de plus, de défier les troupes ennemies. Et le mal qui se révèle n'est pas une simple faiblesse, une simple fatigue passagère. C'est très sérieux, c'est la dysenterie. Henri tente de résister, mais cette fois, sa volonté doit céder le pas devant la réalité. Il est ramené au château de Vincennes, est ramené en litière, et on est obligé de l'allonger. Et malgré son état, il va trouver la force de donner des directives à ses proches. Quoi qu'il arrive, insiste-t-il, quoi qu'il arrive, il faudra toujours conserver la Normandie dans le giron anglais. Il entend bien n'avoir pas fait tout cela pour rien, Henri. Il faudra aussi maintenir l'alliance avec les Bourguignons et garder le duc d'Orléans en captivité outre-Manche. C'est assez extraordinaire de voir les 3 directives que donne ainsi le roi d'Angleterre sur ce qui bientôt va devenir son lit de mort, parce qu'en fait, ce sont les 3 grands axes d'une politique raisonnable. C'est ce qu'il faudrait faire. Autour de lui, on essaie de faire comme s'il avait encore de nombreuses années, mais enfin, vous allez vous remettre, n'est-ce pas ? Henri est à bout de force. Et une ultime fois, il va devoir user de son autorité. Il ordonne à tous ces médecins qui, comme un chapelet papillonnant, l'entourent maintenant, il leur ordonne de parler. De nouveau Thierry Sarment. Le porte-parole des médecins tomba à genoux et dit « Sire, il faut penser à votre âme. Car, à moins que Dieu en ordonne autrement, il est impossible que vous viviez plus de 2 heures. » Ainsi averti, Henri fit ouvrir les portes de sa chambre, se confessa publiquement et fit réciter les psaumes de la pénitence.
Entendant les mots benigne fac domine et mouri Jérusalem, il fit cesser les psalmodiants et proclama qu'il avait eu l'intention, après avoir rétabli la paix dans le royaume de France, d'aller reconquérir la ville sainte si Dieu lui avait accordé plus longue vie. Voyez que les grands conquérants, ça c'est une constante dans toute l'histoire, ces grands conquérants ne s'arrêtent jamais d'une certaine manière. Et s'il avait été double roi d'Angleterre et de France véritablement, on aurait pu imaginer que Henri V lance une nouvelle croisade d'une certaine manière. Mais Dieu ne l'entendait pas ainsi. Henri V, vainqueur d'Azincourt, va mourir ce 31 août 1422. Il ne sera donc jamais de fait roi de France, ni même en titre du reste. C'est son fils qui va devenir le successeur désigné de Charles VI, un enfant qui n'a même pas 1 an. C'est lui, ce petit Henri VI, qui, seulement 2 mois plus tard, à la mort cette fois du roi de France, Charles VI, c'est lui qui va devenir roi d'Angleterre et de France. Du moins en théorie, parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours notre dauphin Charles qui, à partir de la mort de son père, revendique pleinement le titre de roi de France. Lui est Charles VII, roi de France. Il y a donc à ce moment-là 2 rois en France, Charles VII et Henri VI. Bonjour Thierry Sarment. Que de détours pour en venir à Vincennes, mais j'ai trouvé intéressant de mettre en avant ce chapitre de votre bel ouvrage parce que, en fait, vous nous racontez les riches heures de Vincennes, si je puis dire, et nous allons les faire défiler devant nous dans un instant. C'est toujours magnifique de voir comme ça s'illustrer, si je puis dire, un grand lieu d'histoire. Mais en l'occurrence, cet épisode de la mort d'Henri V à Vincennes, on a tendance à toujours le passer sous silence. On fait même comme s'il n'existait pas. Il y a des histoires du château de Vincennes qui ne le mentionnent même pas. C'est étonnant quand même, non ? Avant la guerre, les Britanniques avaient voulu apposer une plaque sur le donjon et à la mémoire d'Henri V, et cette suggestion n'avait pas été accueillie. C'était l'entente cordiale, mais encore un peu fraîche. Oui, c'est ça. Il a fallu les combats de la Deuxième Guerre mondiale pour améliorer un peu les choses. Henri V meurt à Vincennes dans ce qu'il considérait être son nouveau, le château de l'attente, en attendant que le roi Charles meure. Pourquoi est-il allé mourir à Vincennes ? Parce qu'à l'époque, Vincennes est sans doute un des plus beaux, sinon le plus beau château d'Occident. Il n'a été terminé que 40 ans avant. Il est tout blanc, tout propre, tout blanc, tout neuf. On le voit sur quelques miniatures. Tout blanc avec 9 grandes tours qui surplombent le bois. Et du haut des tours, on le voit encore aujourd'hui, du haut du donjon, on embrasse toute la région parisienne. Donc c'est aussi un lieu d'observation extraordinaire. Enfin, le donjon où il réside a des appartements royaux qui sont parmi les plus luxueux d'Europe, puisque la chambre royale fait 100 mètres carrés environ. C'est un magnifique endroit. Donc il s'installe dans ce château tout neuf, dans des appartements très luxueux, à portée d'arc d'une forêt très giboyeuse, et il sait qu'il n'a plus qu'à attendre la mort de Charles VI pour devenir le roi d'Angleterre et de France. Il forme de nouveaux projets, et voilà que la mort le surprend. Donc il n'est pas le premier roi à mourir à Vincennes, il faut le dire quand même. Plusieurs des Capétiens sont morts à Vincennes, notamment parmi ceux qu'on appelle les rois maudits. Et le passage de relais entre ce qu'on appelle les Capétiens directs et puis les Valois s'est fait à Vincennes. Et le père des rois maudits, le roi Philippe IV lui-même était mort à Vincennes. Donc c'est un lieu très important que nous allons avec vous explorer, j'allais dire, à travers les siècles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du château de Vincennes, et parmi ceux qui sont passés par le château de Vincennes, il y avait bien sûr Henri V dont vous venez de nous raconter le triomphe. Vous recevez Thierry Sarment, aujourd'hui il est conservateur en chef du patrimoine, historien de Paris, historien de l'État. Il travaille au château de Vincennes depuis plus de 25 ans. Et la vôtre de voix est légèrement détimbrée aujourd'hui, oui, ça n'est pas sans charme. Légèrement, merci beaucoup Franck. La mort d'Henri V à Vincennes est donc un des chapitres de ce livre Thierry Sarment. Le château de Vincennes avait été construit peu de temps avant, vous nous le dites, et il avait été construit, alors là je me rappellerai toute ma vie une conférence magnifique de Jean Favier, j'allais dire notre maître à tous, Jean Favier expliquant que Vincennes était l'aboutissement du lieu de sauvegarde de la cour. C'est-à-dire que en cas d'émeute parisienne, Charles V avait prévu qu'on sorte par la Bastille Saint-Antoine et qu'on file à Vincennes pour se mettre à l'abri. En fait, c'était ça l'origine de cette forteresse. Alors, il y avait un manoir déjà depuis Saint-Louis, mais en tout cas, c'était l'origine de la forteresse
orienté vers Paris. Le traumatisme initial, c'est en 1358 quand le palais de la Cité a été envahi par la foule et que Marcel, en fait. Deux maréchaux de France ont été massacrés sous les yeux du dauphin Charles, qui allait devenir Charles V et qui est le constructeur du Vincennes que nous connaissons actuellement. Et donc il avait installé aux portes de Paris, si l'on peut dire, cette forteresse imprenable où il pouvait réfugier sa cour. C'est un lieu de repli, parce un lieu de repli. Même au Moyen-Âge, il faut à peine 1 heure pour aller du centre de Paris à Vincennes. Alors, le château existait depuis longtemps, bien entendu. C'est un manoir qui a pu... on ne connaît pas sa date de construction exacte, mais on peut supposer le 11e ou début 12e siècle par la forme du donjon, du premier donjon qui était un donjon rectangulaire, comme on en voit encore à Loches, par exemple. L'actuel donjon, il ressemble beaucoup à ce que devait être la fameuse Bastille, justement. On va se construire à peu près en même temps. Alors, le donjon, c'est le petit frère de la Bastille, qui sont contemporains, mais il est surtout l'héritier d'un donjon disparu parisien qui était la tour du Temple. C'est-à-dire un donjon lui-même cantonné de 4 tours. C'est une silhouette très particulière qui a été à la mode au XIVe siècle. Qui est très impressionnante, très imposant. Quand ça se découpe sur un ciel soit de soleil levant, soit de soleil couchant, c'est très très frappant. Alors, la parenté avec la Bastille fait d'ailleurs que quand on veut filmer des épisodes de la Révolution avec prise de la Bastille, généralement on les filme à Vincennes. Oui. Parce que c'est ce qui ressemble le plus, tout simplement. Un mot peut-être de ce qu'est devenu aujourd'hui le château de Vincennes. Nous irons tout à l'heure nous y promener avec Lorena Martin, puis ensuite nous entrerons dans un certain nombre de grandes heures, de grands moments de cette histoire du château. Aujourd'hui, c'est le service historique de la Défense qui siège à Vincennes. C'est un haut lieu de la mémoire nationale, puisque nos archives militaires s'y trouvent déposées. Et c'est devenu maintenant le plus grand service d'archives français, 450 km d'archives à Vincennes et dans d'autres sites à travers la France. Donc on va... autrefois, il y avait des services distincts. Maintenant, c'est un seul service historique de la Défense. Terre, air, mer, gendarmerie. Néanmoins, les différentes armes ont conservé leur lieu, si je puis dire. Donc le pavillon du roi pour la terre, le pavillon... Non, au contraire, on a interarmisé. Ça change un petit peu, là. Suivant la formule actuelle, on a interarmisé. Mais en tout cas, pour les lecteurs... Les lecteurs ont un seul point d'entrée, qui est la salle de lecture dite Louis XIV. C'est ça. Du pavillon du roi. Où on vient consulter des documents qui vont du XVIIe siècle jusqu'au tout dernier conflit. Alors, ce château de Vincennes, ce qui le rend aujourd'hui à la fois très passionnant et peut-être un peu difficile à comprendre pour une partie des visiteurs, c'est qu'il est l'héritier de bien des siècles différents. Nous avons cette grande forteresse dont nous parlons, avec la Sainte-Chapelle, qui elle est postérieure, il faut peut-être en dire un mot. Alors, la Sainte-Chapelle est commencée sous Charles V, donc celle que Henri V a connue, elle s'arrêtait au niveau des murs. D'ailleurs, Henri V n'a pas pu avoir ses obsèques dans la Sainte-Chapelle, parce qu'elle était inachevée. Il a été inhumé à Saint-Denis, puis ensuite transporté... Premier office dans la chapelle Saint-Martin, la vieille chapelle du manoir capétien, puis transporté à Saint-Denis, puis à Westminster. Et d'ailleurs, on a dû le faire bouillir, sa dépouille, avant de le transporter, de façon à séparer les os des chairs. Ce qu'on avait fait d'ailleurs pour Saint-Louis lorsqu'il était mort sous les murs de Tunis. Sage précaution. Oui, pour qu'il n'y ait pas évidemment. Quand on faisait voyager un corps, il valait mieux. On ne gardait que les os une fois bouillis, si l'on peut dire. Et ce sont eux qui ont été inhumés à Westminster. Alors, le château, je disais, il y a cette enceinte, ce donjon magnifique, la Sainte-Chapelle commencée donc dès le début, mais qui n'a été terminée qu'assez tard dans la Renaissance. Plus d'un siècle plus tard, puisque le haut des murs est terminé par François Ier et la toiture par Henri II. Donc c'est le dernier grand monument gothique en pleine Renaissance. Et puis de part et d'autre d'une grande cour d'honneur, alors là qui elle est tout à fait dans l'esprit du grand siècle, ces pavillons dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, qui donnent sur l'esplanade et sur le bois de Vincennes, les pavillons du roi et de la reine qui eux sont plus pur style 17e, c'est le Vau là. C'est le Vau, donc c'est une initiative de Mazarin qui était gouverneur de Vincennes, toujours l'idée d'avoir un point de repli par rapport à un Paris dangereux, et on a eu l'idée d'enchasser dans le château médiéval ces 2 grands pavillons qui sont une sorte de décor de palais classique ouvert sur le bois et sur la nature. Est-ce qu'on utilise vraiment Vincennes à l'époque des Valois, finalement, dans les successeurs de Charles VI Après Charles VI, la monarchie a tendance à partir vers le Val-de-Loire. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'y aura pas d'utilisation prolongée du château entre la fin du Moyen-Âge et Louis XIV. Le seul épisode, c'est la mort de Charles IX. Toujours là, c'est le contexte des guerres de religion.
toujours un pari dangereux, et le roi malade s'en va mourir au château. Et donc le roi Charles IX, en pleine guerre de religion, meurt lui à Vincennes, ce qu'on a là encore souvent tendance à oublier. Et puis le château retombe, si je puis dire, dans les limbes, jusqu'à ce que Mazarin décide d'en faire un véritable château moderne, royal, avec ses grands pavillons gigantesques, tout à fait XVIIe siècle, qui font aujourd'hui toute la beauté du site. Enfin, pas toute, mais une part de la beauté du site. Nous allons venir, justement, dans un instant, à ce qu'est devenu le château de Vincennes à partir de Louis XIV, à commencer par une prison, ne l'oublions pas. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous emmenez cet après-midi, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire du château de Vincennes, avec votre invité Thierry Sarment. Il est conservateur en chef du patrimoine, historien de Paris, historien de l'État. Il travaille au château de Vincennes depuis plus de 25 ans et il vient de signer ce livre, Vincennes, 1000 ans d'histoire de France, un livre paru chez Talandier. Il n'y a pas que le Moyen-Âge à Vincennes, ne l'oublions pas, et notamment, ça va être un des lieux très importants d'une affaire dont nous avons eu ici aussi l'occasion de parler, qui est l'affaire des poisons, car la plupart des inculpés dans cette affaire, les personnes qu'on veut interroger, sont détenues dans cette prison d'État, car c'est une prison d'État à Vincennes. C'est une prison d'État, notamment le donjon depuis le XVIe siècle, puisque les appartements ne répondent plus aux normes de confort qui sont imposées. Dire, oui. Voilà. Donc on a transformé les appartements royaux en prison. C'est plutôt une prison politique où on met des gens importants, des princes, des généraux étrangers qui ont été faits prisonniers durant des batailles. On y met les accusés de l'affaire des poisons parce qu'on a envie de garder une certaine discrétion, d'autant que dans cette affaire, la fameuse Madame de Montespan, la maîtresse royale, est impliquée au moment des interrogatoires. Et alors en fait, les normes de sécurité de l'époque n'étaient pas les nôtres, c'est qu'on laissait les prisonniers communiquer les uns avec les autres. Donc du coup, les interrogatoires ont été un peu confus, parce que évidemment les versions cheminaient dans pouvaient cheminer, voilà. Il y avait moyen de communiquer. Bon, de toute façon, Louis XIV a décidé d'interrompre cette instruction, la procédure, et ceux qu'on n'a pas exécutés, on les a envoyés dans des prisons dont ils ne sont jamais sortis. Enfin, Mazarin était mort à Vincennes, Louis XIV décide de ne pas y rester, le château étant de nouveau un peu abandonné, malgré son caractère très neuf et très moderne. Il était magnifique ce château, mais on ne s'en sert quasiment pas. Et on va, au contraire, en faire un lieu de détention. On peut comprendre, il y a quelque chose d'un peu maudit, on peut comprendre la relative déréliction dans laquelle Vincennes est tombée. Ça va durer, ça, pendant tout l'Ancien Régime, d'une certaine manière. En fait, au XVIIIe siècle, il y a deux châteaux. La partie royal, 17e, qui sert à loger des courtisans. Et où on vient d'installer le jeune Louis XV à la mort de Louis XIV. Il est installé parce que Vincennes a la réputation d'avoir le bon air, à l'inverse de Versailles, qui est réputé malsain. Donc Louis XV y reste pendant 3 mois, histoire de se refaire. Peut-être il est tout petit à la mort de son arrière-grand-père. À l'âge de 5 ans, il y reste 3 mois avant d'aller à Paris. Et la partie médiévale, elle, notamment le donjon, demeure une prison d'État où on va voir défiler quantité de gens de lettres. On va commencer par Diderot, on y verra aussi Mirabeau, et puis on y verra le marquis de Sade, qui reste 8 ans, le temps de commencer les 120 journées de Sodome. Eh oui. Donc encore une fois, un prisonnier, et pas le moindre là évidemment, qui a marqué en quelque sorte l'histoire de Vincennes. Alors, ce sont des prisonniers de marque qui sont généralement mieux traités que les prisonniers ordinaires, surtout s'ils ont de l'argent, et sous l'Ancien Régime, un prisonnier est traité suivant les sommes qu'il peut mettre dans sa détention. 2 épisodes vincennois célèbres de l'épopée napoléonienne. D'abord, juste avant la proclamation de l'Empire, cette affaire du jugement et de l'exécution du duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes. Pourquoi est-ce qu'on a jugé Enghien à Vincennes, le fils du prince de Condé ? C'est toujours en raison de cette situation de Vincennes proche de Paris, et en même temps un lieu très sûr et qu'on peut boucler et où on peut opérer discrètement, puisqu'on craignait un mouvement d'opinion en faveur du duc d'Enghien. Donc là, tout s'est fait dans le plus grand secret, et d'ailleurs de façon expéditive, puisque la fosse où le prince devait être enseveli a été creusée avant que la sentence ait été prononcée. Oui, vous vous rendez compte, tout ça a été bien sûr cousu de fil blanc. Nous avons raconté aussi, décidément, la mort du pauvre duc d'Enghien dans ces fossés pluvieux de Vincennes. On sait exactement à quel endroit ça a eu lieu. Il y a d'ailleurs une colonne qui marque l'emplacement du lieu où il a été fusillé. C'est sous le pavillon de la Reine. Ça fait partie des choses qu'on fait visiter aux gens. Peut-être pas aux touristes, parce que les fossés sont un peu spongieux. Donc... Ce sont des fossés, il faut bien préciser. Ce ne sont pas des douves, parce qu'on m'a posé 1000 fois la question. Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau ? Il n'y a jamais eu d'eau. Ça a été des douves. Si, ça a été des douves au Moyen-Âge. En fait, ça tendait à devenir un égout.
Et pour assainir, on les a vidés, transformés en jardins maraîchers. Donc les geôliers se faisaient de l'argent en exploitant du maraîchage dans les fossés. Et puis alors, à la toute fin de l'Empire, un personnage qui hante encore les lieux, si je puis dire, parlez-nous de Daumesnil. Alors Daumesnil est un général napoléonien qui avait perdu une jambe à la bataille de Wagram, donc il n'était plus susceptible de commander en opération. Et il avait une jambe de bois. Une jambe de bois, et donc Napoléon l'a nommé à Vincennes, puisque dans l'esprit de Napoléon, Vincennes restait un endroit très important, à la fois comme prison d'État et puis comme arsenal où on pouvait accumuler des armes aussi bien pour défendre Paris que pour réprimer une insurrection parisienne. Et Daumesnil s'est trouvé à la tête du château au moment où les troupes alliées ont envahi la France en 1814 et une nouvelle fois l'année suivante après les 100 jours en 1815. Et à chaque fois, il a défendu vigoureusement le château et il a refusé de le rendre aux Alliés et un peu par une sorte de bluff, il a réussi à garder le château intact de toute occupation. On pourrait évoquer toutes les autres révolutions, guerres du 19e siècle qui ont eu leur impact sur le château de Vincennes, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'état-major général des armées qui se trouve en sous-sol à Vincennes. Le général Gamelin, donc commandant en chef les armées françaises en 1940, a installé son poste de commandement à Vincennes, à la fois pour être proche de Paris sans être à proximité du gouvernement, pour garder son... Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce... Alors, en 1944, une partie du château a sauté. Les Allemands ont fait sauter le château avant de se replier. Et du PC du général Gamelin, il ne reste plus que le sous-sol, qui est maintenant un magasin d'archives. Donc, quand on est dans ce magasin d'archives, on est à l'endroit même d'où se sont... c'était au-dessus. Préparer les opérations. Alors oui, c'est ça, c'était au-dessus en fait. Oui, il y avait les téléphonistes. Alors, oui, dans les téléphonistes, c'est très important. C'est les transmissions en fait. Qui transmettent. Oui. Mais Gamelin lui-même était au rez-de-chaussée. Voilà. Et on pourrait aussi ajouter un chapitre à cette histoire. Comment pourrait-on dire, cette histoire régalienne du château de Vincennes, c'est le chapitre du général de Gaulle. Car lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, l'une des missions qu'il confie à André Malraux, c'est d'étudier la possibilité de déplacer la présidence à Vincennes. Alors, de Gaulle n'aimait pas l'Élysée. Il est vrai que l'Élysée n'est pas véritablement un palais. L'Élysée, c'est un hôtel particulier, important, et qu'on a gonflé un peu à travers les âges pour lui donner la consistance d'un palais. Mais ça manque un peu de majesté, et puis les souvenirs historiques sont généralement galants, et c'est pas tellement ce qui plaisait au général de Gaulle. Oui, le salon d'argent, voilà. La mort du président Faure, tout ça, ça plaisait ni à monsieur ni à madame de Gaulle d'ailleurs. Donc Vincennes est un lieu beaucoup plus majestueux et austère, et donc on a confié à un architecte en chef des monuments historiques, Jean Trouvelot, le soin de concevoir un projet de rénovation dans l'idée d'installer le général. Alors, il y avait des idées tout à fait extraordinaires, notamment on imaginait d'annexer le Fort-Neuf qui se trouve à côté, où beaucoup de Parisiens ont fait leur classe. Oui, c'est là que les jeunes appelés allaient faire leur classe avant de partir. On l'aurait vidé, on aurait fait un jardin privé pour le général, il y aurait eu un petit ermitage au milieu, et une sorte de pont, façon pont des Soupirs à Venise, aurait relié au-dessus de l'avenue qui s'appelle le Cours des Maréchaux, le vieux fort au Fort-Neuf. Donc vous voyez, alors donc on voit que la simplicité gaulienne. Le Fort-Neuf, c'est le château. Hein. Le Fort-Neuf, c'est le Fort-Vieux, c'est le château. Et le Fort-Neuf, c'est la caserne, pardon. Voilà. Et donc l'un à l'autre aurait été relié par un pont. Donc on voit que la simplicité des mœurs de la Ve République est toute relative. Et oui, on aurait pu imaginer donc une installation hors de Paris, un peu à la façon du château de Versailles, si l'on peut dire. Quand même, Vincennes est beaucoup plus près de Paris que Versailles. Hein. C'est ce que les Parisiens ne savent pas toujours. C'est à 2 pas. Il suffit de prendre le métro sur la ligne 1 et vous avez une bouche du métro, une sortie juste devant la poterne nord du château. Vous êtes vraiment arrivé au château de Vincennes. Je le dis parce que c'est un lieu relativement peu visité. Vous expliquez ça comment Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu les destructions de la Deuxième Guerre mondiale qui ont longtemps fait que le château était en rénovation. Il est encore en rénovation, d'ailleurs il est en perpétuelle rénovation comme toutes les grandes demeures. Et puis on ne peut visiter actuellement que le donjon et la Sainte-Chapelle. Et alors, un projet à terme, c'est de rendre l'ensemble du château visitable. Ce serait formidable, oui. Et notamment voir les grands aménagements faits pour De Gaulle dans le pavillon notamment du roi. les appartements royaux sont intéressants. Ils sont très spectaculaires, c'est tout simplement magnifique. Thierry Sarment, Vincennes, 1000 ans d'histoire de France, c'est publié chez Talandier. Et dans un instant, Lorena Martin vient justement nous faire visiter le donjon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur du château de Vincennes. Le lapsus, au cœur du château de Vincennes. Il est révélateur, ce lapsus. Il est révélateur, effectivement. Nous vous parlons de l'histoire de ce château depuis 14h. Il est temps maintenant d'aller sur place avec Lorena Martin. Alors justement, à l'instant, Thierry Sarment nous disait qu'on ne visite que la Sainte-Chapelle et le donjon, mais au donjon, on bénéficie de technologies de pointe. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Je vous emmène dans le cabinet de travail de Charles V qui est situé dans le Châtelet du donjon. Et c'est aujourd'hui une pièce nue dépourvue du faste et des décors de la fin du XIVe siècle. Mais il y a tout ça, une il faut application. imaginer avec les tentures, les tapis. Eh bien, on va vous les rendre. Il y a une application de réalité augmentée qui a été mise en place depuis 2009 dans le cabinet de travail donc de Charles V. C'est la réalité augmentée, vous savez, c'est lorsqu'on superpose en temps réel une image virtuelle en 2 ou 3 dimensions sur les éléments de notre réalité. C'est-à-dire que vous voyez un décor nu, vous mettez l'écran de votre tablette ou de votre smartphone et en déplaçant l'écran, vous voyez à quoi pouvait ressembler le décor en question autrefois. Exactement. Et l'application en fait n'est pas disponible en téléchargement, mais elle est installée sur une tablette que les agents d'accueil du monument détiennent et qu'ils vous remettent lorsqu'ils vous ouvrent la salle. Et il vous suffit ensuite de scanner, comme vous dites, les flashcodes des différents marqueurs. Smartphone, c'est pas smartphone, c'est uniquement sur les tablettes qu'on vous donne. Oui, c'est ça qu'on vous prête. Exactement. Les flashcodes, les sortes de marqueurs qui sont disposés un petit peu partout dans la pièce. Et c'est le principe de la double caméra, l'une qui est orientée vers l'utilisateur et l'autre vers la pièce. Et on juxtapose du coup le réel qui est créé sur le réel filmé. Et j'imagine que ça a été fait de façon quasi archéologique. Quasi archéologique. Et en fait, on retrouve donc les images de synthèse, le décor, l'aménagement du cabinet de travail comme il était du temps de Charles V. Et tout a été recréé du sol au plafond jusqu'au mobilier dans les proportions exactes, puisque les créateurs ont pu le reconstituer grâce à diverses sources historiques et une étude aussi précise du mobilier de cette époque, notamment avec le CNRS. C'est un lieu familial. Si vous voulez croiser, par exemple, Anissa Haddadi en famille, vous allez au château de Vincennes. J'y vais très souvent le week-end, parce que c'est en face du parc floral. Voilà, donc tout le lieu est magique. Vous pouvez vous balader en famille au parc floral et ensuite visiter le château de Vincennes. Et récemment, ils ont mis en place une application pour les familles, spécialement même pour les enfants, on va dire. C'est une application gratuite pour téléphone et tablette cette fois-ci, disponible sur Google Play et Apple Store, et elle propose un parcours ludique pour visiter autrement le château grâce à des énigmes, des jeux d'observation, des jeux de logique. On suit donc le roi Charles V et le parcours est conçu à la manière des romans dont l'enfant est le héros. Je pense que pour les enfants, c'est tout simplement l'idéal, parce que c'est un château tel qu'on se le figure quand on est enfant en plus. C'est magnifique. Merci beaucoup Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines qui concerne un petit peu notre sujet du jour parce qu'on a parlé d'Henri V et aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Quand et de quelle façon l'anglais s'est imposé comme langue officielle en Angleterre? Oui, ça paraît bizarre parce qu'on a l'impression qu'on a toujours parlé anglais en Angleterre, mais c'est pas aussi simple que ça. D'abord, n'oubliez pas la conquête, bien sûr, de Guillaume le Conquérant. Au 5e siècle, vous avez ces tribus, les Angles, qui se sont installés sur le territoire et on parlait des dialectes angles et saxons. Il y a bien une origine saxonne dans cette langue-là. C'est la mort d'Édouard II qui va précipiter l'implantation de la langue française sur le territoire, puisque le trône, promis plusieurs années auparavant à Guillaume de Normandie, va être réclamé par Harold Godwinson, vous savez, le cousin anglo-saxon du défunt. Je dis Édouard II, c'est Édouard Ier, si je ne m'abuse d'ailleurs. Et donc, il y a cette bataille, cette conquête, la bataille d'Hastings en octobre 1066. Le roi Guillaume, enfin le duc de Normandie, devient roi d'Angleterre et il va promouvoir sa culture et sa langue maternelle, qui est le français, bien entendu. Et l'on apprend donc le françois, qui va être la langue de l'élite anglaise, et pendant très longtemps. Quant à la langue, au dialecte anglo-saxon, eh bien, il se développe, lui, plutôt dans une population nettement moins favorisée, avec un savant mélange de racines germaniques et de mots français qui descendent, si je puis dire, de la cour, progressivement, et qui viennent imprégner cette langue. Et c'est avec la guerre de 100 ans que le français, j'allais dire, forcément va disparaître. Vous voyez que nous revenons à notre sujet tout à l'heure. À la mort de Charles IV en 1328, c'est Édouard III qui fait valoir son droit au trône. Et vous savez qu'en France, on va choisir Philippe VI, un Valois. Donc c'est l'acte fondateur de cette guerre de 100 ans. Et à partir de 1361, Édouard III se rend compte qu'il ne pourra plus mettre la main sur le trône de France. Et il y a un sentiment national anglais qui se resserre, si je puis dire. C'est à cette date-là, avec la promulgation du Statute of Pleading,
que l'on voit le français disparaître au profit de cette langue, car maintenant on ne peut plus parler de dialecte, c'est une véritable langue constituée, l'anglais. Donc on va dire qu'en gros, à partir de 1400, on parle anglais en Angleterre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.